Vous ne le savez peut-être pas, mais j'habite en Alsace, pas loin de Strasbourg. Et il y a quelques jours, un homme, Shérif Shekat, a commis un attentat terroriste au marché de Noël, dans lequel il a tué 3 personnes. En fouillant un peu sur internet, j'ai découvert qu'un livre de philosophie sur la question du terrorisme venait d'être publié dans la collection Chemin philosophique, aux éditions du Vrin. Qu'est-ce que le terrorisme de Cyril Bray. Alors j'avoue que j'aurais pas eu le temps de l'acheter et de le lire en si peu de temps, sachant qu'il n'est pas disponible en e-book. Mais par chance, Cyril Bray a donné de nombreuses interviews pour faire la promotion de son livre. Et je peux donc vous dire quelques mots de sa pensée sur le terrorisme. Globalement, Cyril Bray affirme qu'on a tendance à utiliser un concept relativement flou du terrorisme. On peut avoir tendance à le confondre avec d'autres formes de violence, avec le meurtre, les émeutes, le pillage, la rébellion. Et il est donc important de préciser ce qu'est le terrorisme. Alors on pourrait assez légitimement se demander si c'est bien vrai et si c'est tout à fait pertinent d'opérer un tel travail. Mais la justification qu'il donne au problème qu'il soulève est assez crédible d'un point de vue politique. La définition du terrorisme est importante, notamment au niveau des relations internationales, pour classer les mouvements que l'on considère comme terroristes ou non. Je dirais que le problème est assez similaire à celui qu'on a connu relativement aux sectes. Qu'est-ce qu'une secte ? Au premier abord, ça semble assez évident, mais en réalité les contours sont relativement flous. Et dès que des politiques s'en mêlent, il y a des enjeux de liberté non négligeables pour les mouvements qui seraient qualifiés de sectes par erreur. Une définition politique n'est donc jamais totalement sans conséquence, elle a des implications au moins du point de vue légal. Et la tentation, de la même manière, est très forte de désigner une organisation ou un État comme terroriste, afin d'en faire un ennemi clairement identifié. Lorsque les États-Unis et l'Iran s'accusent mutuellement de terrorisme, ils jouent sur le flou conceptuel autour de la notion de terrorisme. Or, il faut bien réussir et parvenir à distinguer un mouvement d'une part de résistance d'un mouvement d'autre part terroriste. Le problème est que le terrorisme n'est pas toujours très facile à définir. On nourrit assez facilement des préjugés à son sujet. Cyril Bray en rapporte au moins 4 notamment. Premièrement, on a tendance à penser que le terrorisme est toujours religieux. On pense surtout au fanatisme religieux, à l'islamisme en particulier. Mais le terrorisme a également été employé dans des luttes séculières, comme la lutte anarchiste, les guerres coloniales ou encore les révolutions marxistes. La gauche comme la droite y ont eu recours, des mouvements religieux comme des mouvements athées. Deuxièmement, on a tendance à penser que les terroristes sont des individus ou des groupes qui agissent forcément clandestinement. Pourtant, le terrorisme a également été employé par des États. C'est le cas par exemple du régime de Bachar al-Assad aujourd'hui, du Chili de Pinochet ou de l'État stalinien hier, ou encore de la dictature de Robespierre autrefois. Troisièmement, on a tendance à penser que le terrorisme fait beaucoup de victimes. Alors même s'il y a eu des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes, comme les attentats du 11 septembre, il y en a également qui en font relativement peu. Le critère numérique, il est insuffisant pour distinguer le terrorisme des meurtres, qui peuvent également faire beaucoup de victimes, comme par exemple les fusillades dans les lycées aux États-Unis. Quatrièmement, on a tendance à penser que l'arme favorite des terroristes, c'est la bombe. Mais un terroriste utilise surtout ce qu'il a à sa disposition. Ça peut être un couteau, un cocktail Molotov, une kalachnikov, de la dynamite, une arme chimique, etc. Le problème est que le terrorisme, c'est un phénomène qui a une très longue histoire. Il a eu plusieurs formes et il évolue. Il faut donc éviter d'essayer de le définir à partir d'un seul cas particulier, tel que par exemple le terrorisme islamiste. Face à ces objections, le risque c'est de tomber dans une forme de scepticisme, où le terrorisme devient une notion très subjective. Un même mouvement pourrait apparaître salvateur ou terroriste selon que l'on adhère ou non à sa cause. Le Hamas, par exemple, est une organisation terroriste pour Israël, mais c'est aussi un mouvement de résistance pour les habitants de Gaza. Le Hezbollah est un réseau terroriste pour l'Union européenne, mais c'est un parti politique pour le Liban ou l'Iran. Les FARC sont un mouvement révolutionnaire pour certains, mais terroriste pour les autorités colombiennes. L'IRA est un mouvement terroriste pour les Anglais, mais c'est un mouvement libérateur pour les Irlandais. Le risque, c'est de faire du résistant et du terroriste des notions qui sont relatives selon le point de vue que l'on adopte sur le mouvement en question. Cyril Bray demande même, avec un brin de provocation bien sûr, si on ne va pas finir par ranger Jean Moulin et Oussama Ben Laden dans la même catégorie. Si on ne distingue pas mieux les concepts, alors terroriste n'est plus qu'une insulte qui sert à disqualifier la violence de l'autre, comme le fait remarquer Michael Walzer dans Guerre juste et injuste. La désignation de terroriste peut servir la rhétorique d'une armée d'occupation contre des mouvements de résistance. Et à l'inverse, on peut accuser un État démocratique ou un chef d'État démocratique de terroriste. La notion finit par perdre complètement tout son sens. Cyril Bray propose donc la définition suivante.
Le terrorisme est une tactique politique, et non pas une idéologie ou une religion spécifique, qui utilise la panique, et non pas la simple peur ou la crainte, pour établir une domination psychologique et éventuellement matérielle sur une population. Le terrorisme, c'est donc d'abord une tactique politique. C'est ce qui distingue, selon Carl Schmitt, le terroriste du délinquant. Il y a une motivation politique. Peu importe le nombre de membres ou les moyens employés, la vraie différence entre les bandits et les terroristes, c'est la finalité politique. Cela peut concerner aussi bien la lutte des classes, comme par exemple dans le terrorisme révolutionnaire russe des années 1890, ou l'indépendantisme comme en Algérie dans les années 1950. Le terrorisme se caractérise ensuite par le choix de ses victimes, ou plutôt par son absence de discrimination. Les victimes peuvent être des innocents, des civils. Et en cela, le terrorisme se distingue assez clairement de l'assassinat politique, ou encore de la guérilla. Le terroriste ne vise pas spécifiquement des combattants ennemis. Et enfin, le terrorisme vise un sentiment de vulnérabilité généralisée. N'importe qui peut être frappé, n'importe quelle manière, n'importe quand et n'importe où. Le but, ça n'est pas une victoire militaire qui est de toute façon inaccessible. Le but, c'est de compenser la faiblesse militaire par l'usage d'une violence qui est terrifiante, dans la mesure où elle peut atteindre n'importe qui, n'importe quand. Tout le monde doit se sentir menacé. Et c'est la raison pour laquelle des musulmans eux-mêmes meurent du terrorisme islamiste. Le but, c'est de prendre le pouvoir dans les représentations collectives, d'apparaître symboliquement comme étant fort, bien plus fort qu'on ne l'est réellement, afin de dominer une population qui doit se croire faible. Le but, ce n'est pas seulement la peur, mais c'est vraiment la panique, la paralysie, l'incapacité à se décider et à agir correctement. Une fois ces critères posés, il faut avouer qu'ils ne sont pas toujours évidents à réunir. Personnellement, je pense à un cas en particulier. Si un homme isolé attaque des soldats, est-ce que c'est un terroriste ou est-ce que c'est un combattant ennemi ? Cyril Brett, quant à lui, doute qu'un individu qui crierait « Allahu Akbar » ce serait suffisant pour pouvoir prouver sa motivation politique à sa violence. Alors j'avoue personnellement ne pas être convaincu par son exemple, parce que même si l'expression en soi, Allahu Akbar, n'est pas terroriste, l'expression qui est suivie d'un acte de violence, elle est quand même justement devenue un signe exprimant le terrorisme islamiste. Alors Cyril Brett se demande alors si un bandit tel que Jacques Mézrine, ayant exprimé sa haine des bourgeois, ne devrait pas aussi alors être considéré comme un terroriste. Mais Jacques Mézrine a toujours tué ou volé, me semble-t-il, que dans son intérêt et jamais par idéal. On pourrait continuer à questionner les analyses de Cyril Brett. Si la violence terroriste est sans discrimination, y compris pour les terroristes islamiques envers les musulmans, y a-t-il déjà eu des actes terroristes islamiques contre des mosquées du même courant que le terroriste ? D'autre part, si le but du terroriste c'est de provoquer une panique, alors que les attentats semblent plutôt produire au contraire de la colère et de l'envie de vengeance, est-ce que cette évidente contre-productivité ne devrait pas conduire à un abandon de ce type d'action ? Mais pour le reste, globalement, la définition de Cyril Brett me semble assez juste. Le terrorisme, c'est une tactique de violence indiscriminée destinée à servir un projet politique. Une fois que le concept de terrorisme est clairement défini, il permet de prendre de la distance par rapport à certaines analyses précipitées. Et Cyril Brett en analyse au moins 3 en particulier. Premièrement, non, le terrorisme n'est pas une nouveauté. Non, nous n'entrons pas dans une nouvelle ère d'hyper-terrorisme, comme le suggère le titre du livre de François Hesbourg. Il y a peut-être des éléments nouveaux, tels que le terrorisme de masse, l'immédiateté de la médiatisation, ainsi que son importance accrue dans les relations internationales, mais le terrorisme n'est pas une nouveauté, ni même sa médiatisation. Le terrorisme anarchiste au XIXe siècle, avec les attentats de Caserio ou de Ravachol, furent également très médiatisés. La prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en 1972 a également connu une couverture médiatique mondiale. Le terrorisme n'est pas nouveau, de même que sa médiatisation n'est pas nouvelle. Deuxièmement, non, le terrorisme n'est pas la nouvelle forme de guerre de notre temps, contrairement à ce qu'affirme l'historien Pascal Horry. D'une part, il y a une différence de but entre la guerre militaire et le terrorisme. Le terrorisme ne vise pas une victoire militaire. Le terrorisme est employé par des groupes qui sont justement trop faibles pour remporter une victoire. Mais s'ils en avaient la capacité, ils ne feraient pas des attentats, ils recourraient à des stratégies militaires. On ne gagne pas une guerre avec des attentats.
D'autre part, les groupes terroristes n'ont pas la légitimité des militaires, ce sont avant tout des criminels. Ils peuvent imiter les guerres classiques par leur rhétorique, leur uniforme, leurs armes, et ils espèrent probablement une telle reconnaissance de la part des États. Mais ce sont avant tout des criminels qui tuent intentionnellement des innocents. Le terrorisme ne remplace donc pas les guerres classiques, ce n'est pas son but et il n'en a pas la légitimité. Cyril Bray insiste sur la différence entre terrorisme et confrontation militaire, en analysant un passage du projet de paix perpétuelle de Kant. Il s'agit du 6e article préliminaire que Kant écrit en 1795, au moment où justement règne la terreur en France. La guerre, dit Kant, doit rendre possible la paix. La victoire, c'est le but de la guerre. La guerre vise sa propre fin. Il faut donc, assez paradoxalement, que dans une guerre, les actes d'hostilité ne sapent pas la confiance réciproque en la possibilité d'une paix future. Les adversaires doivent d'une certaine manière se conduire de façon mutuellement respectable. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas recourir à des massacres, à des attaques contre les civils ou à des procédés traîtres. Il faut que les adversaires puissent avoir une confiance suffisante mutuellement pour qu'un cessez-le-feu soit possible, qu'un armistice ou même qu'une soumission soit possible. Or, le terroriste agit précisément de façon opposée à l'établissement d'une paix future, et donc d'une victoire possible. Le terrorisme ne vise pas la victoire, contrairement aux guerres militaires classiques, mais il vise une violence indéfinie. Troisièmement, non, tout État ne tombe pas nécessairement lui-même dans le terrorisme en appliquant une politique antiterroriste. Noam Chomsky, par exemple, affirme que les États, et en particulier les États-Unis, sont de véritables terroristes. Ce sont eux qui, en premier, ont utilisé l'arme du terrorisme pour dominer les populations, auxquelles les groupes clandestins ne feraient que, finalement, de réagir. Giorgio Agamben, plus mesuré, pense que les États glissent dans le terrorisme en multipliant les interventions militaires, en surveillant massivement leur population et en restreignant les libertés dans le long terme. Tels furent les cas des États-Unis à partir de 2001, du Royaume-Uni à partir de 2005 ou de la France à partir de 2015. Il est vrai que les États peuvent recourir au terrorisme pour contrer une menace. C'est notamment le cas lorsqu'il y a confusion entre combattants et non-combattants. La politique de la terreur, voulue par Robespierre par exemple, visait volontairement à terroriser la population, en exécutant des individus sur simple dénonciation et sans procès, afin de terroriser les ennemis de la révolution. Bachar al-Assad, en utilisant des armes chimiques, ne faisait pas la différence entre des civils et des soldats. Le but, c'était simplement de rétablir sa domination via l'épouvante de la population. Dans les deux cas, avec Robespierre ou avec Bachar el-Assad, une population est terrorisée pour assurer une domination. Mais on ne peut pas dire que toute politique antiterroriste soit en elle-même terroriste. Il y a certainement, bien sûr, des États qui généralisent la surveillance et qui autorisent la torture. Mais des États peuvent aussi soumettre leur politique antiterroriste au contrôle des parlementaires, de la justice et respecter les droits de l'homme. Non, toute politique antiterroriste n'est pas forcément terroriste. Cyril Bray nous propose donc une définition claire du terrorisme. Le terrorisme, c'est une tactique politique qui utilise la panique, notamment en ne discernant pas ses victimes, pour établir une domination au moins psychologique sur une population. Alors on dirait pas comme ça, mais finalement ce travail de définition permet d'éviter de confondre le terrorisme avec d'autres types de violences, et surtout d'éviter de penser le terrorisme à partir de cas insuffisamment représentatifs, mais aussi d'éviter le relativisme et également les accusations un peu faciles. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Si vous souhaitez vous procurer le livre de Cyril Bray sur le terrorisme, sachez que j'ai mis un lien vers Amazon dans la description. D'ailleurs, ça peut être une très bonne idée de cadeau de Noël pour vos proches, surtout si ces derniers sont terrorisés par la philo. Quoi de mieux qu'un livre de philo sur le terrorisme? Et sur ce, je vous dis à très bientôt!